sur la gamme que tu as aujourd'hui, pour toi, le meilleur hôtel? Alors, un coup de cœur, mais c'est l'ensemble. Parce qu'en fait, je pense que de toute façon, un hôtel ne vit pas seul. Toi, tu vois, quand tu arrives à Paris, à Nolinski, déjà, ou même les autres, le client arrive stressé, voilà. Tu arrives à Venise, déjà, le client n'est pas le même. Nous-mêmes, nous ne sommes pas les mêmes quand on arrive. La famille Courtin va nous accompagner pour continuer le développement, c'est important. Et je pense que c'est aussi important dans une entreprise, justement, de s'ouvrir à d'autres. C'est important aussi puisque la famille Courtin a le groupe Clarins, donc du coup une structure beaucoup plus grande, et donc nous apprend aussi à continuer, en tout cas, à nous structurer davantage encore. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'univers de l'hôtellerie de luxe, il y a ceux qui reproduisent des modèles et ceux qui les réinventent. Mon invité du jour appartient résolument à la seconde catégorie. Il a cofondé Evoque Collection il y a 10 ans avec une ambition folle, créer des lieux de vie où l'on vient autant pour dormir, pour rêver, s'émouvoir, partager. Chef d'orchestre exigeant mais bienveillant, esthète assumé, Emmanuel Sauvage incarne un nouveau luxe, sensible, sincère et profondément humain. Aujourd'hui, il embarque avec nous dans Classe Affaires. Emmanuel Sauvage, bonjour. Bonjour Bernard. Alors, quand tu étais enfant à Châteauroux, quel métier tu rêvais de faire? Alors, j'aurais bien aimé être notaire. Je sais pas pourquoi. T'avais pas la clé? Non, mais j'aurais bien aimé être notaire, c'est vrai. Oui. Et puis j'aimais aussi beaucoup le monde des hôtels dès le plus jeune âge. Et donc, du coup, j'ai toujours aimé ça, cet univers-là. Donc, je me suis orienté plutôt là-dessus. C'est pour ça que tu as fait donc cette fameuse école hôtelière du Val-de-Loire. Oui. Et là, tu as pris un virage sur l'hospitality très jeune, entre guillemets. Oui, parce que du coup, je pense que le système scolaire traditionnel n'était pas forcément pour moi le plus adapté. Voilà, quand j'aimais Bon, pas. c'était un électron libre, on va dire? Ouais, quand j'aime pas quelque chose, en Tu fais fait, pas. ça marche pas. Donc, bon, je pense que j'étais un peu comme ça déjà à l'époque. Et donc, du coup, c'est vrai que je suis parti dès la seconde pour faire cette école hôtelière. Et c'était justement, je prenais beaucoup de plaisir à tout ça. Donc, tu as choisi très tôt de quitter l'école et donc et de gravir les échelons. Réceptionniste, chef de réception, directeur à 24 ans. D'où te vient cette énergie? Oh bah, cette énergie, elle vient naturellement. De toute façon, je pense que dans la vie, il faut avoir de l'ambition. C'est vrai que j'ai toujours eu de l'ambition. Et puis, je pense que c'est aussi des métiers de passion. Donc, en fait, je pense qu'il faut voilà, justement le travail force aussi à cette ambition. Et c'est vrai que moi, quand j'avais 20 ans, ça me dérangeait absolument pas de refaire des choses complémentaires et d'assumer encore plus de missions qu'on pouvait me donner à l'époque, et ce qui m'a permis d'aller beaucoup plus vite. 24 ans, directeur d'hôtel, c'est jeune, non? Oui, mais en même temps, je pense qu'il y a l'histoire de la jeunesse, ça m'agaçait en plus, c'est ça. Parce que ça, justement, une fois Tu que es j'avais vu. provocateur dans mes Non, questions, je justement, non, mais à l'ai l'époque, ça m'agaçait parce que justement, le poste suivant, quand j'étais dans un groupe qui était un jeune groupe aussi très dynamique, et c'est aussi pour ça qu'il donnait aussi beaucoup la chance aux plus jeunes. Et quand j'ai voulu quitter ce groupe après avoir eu deux hôtels en direction, justement, je me suis dit, il faut que j'aille ailleurs. Et on me disait, oui, vous êtes trop jeune pour ce poste. Je dis, bah, j'espère qu'à 40 ans, je ne ferai pas ça quand même. Mais donc, oui, je pense que la jeunesse, c'est pas un problème. C'est comme quand on est plus senior, c'est pas un problème. Je pense que c'est justement l'envie, l'expérience. Après, je pense que ça s'acquiert, mais c'est aussi des forces. En fait, que ça soit jeune ou moins jeune, on a tous des forces et des faiblesses, et ça se travaille. Donc, pour moi, c'était absolument pas difficile à cette époque. Alors aujourd'hui, tu diriges le groupe Evoque Collection, évidemment, parce que tu es cofondateur. Mais est-ce que, par exemple, l'hôtel Burgundy a été un tournant dans ta carrière? Oui, l'hôtel Burgundy était un tournant dans ma carrière, mais avant cet hôtel, en fait, le premier tournant, j'ai eu plusieurs tournants dans ma carrière. J'ai Oui. eu justement dans ce premier groupe où on m'a donné une direction très jeune. Puis après, je suis parti pour une famille, deux familles, on va dire, c'était Guy de Dorfort et François Hensi, pour ouvrir un 4 étoiles dans le 12e. Et ces deux-là, justement, c'est pareil, alors on va toujours dire que la chance, mais la chance se provoque aussi. Et du coup, ils avaient racheté l'hôtel Burgundy, ils ont décidé de le transformer, et donc ça a été un vrai tremplin puisque c'était un grand succès cet hôtel Burgundy, puisqu'il a été vendu au bout d'un an et demi. C'était le record de la chambre vendue à Paris. Et donc, du coup, ça a été un tremplin, bien sûr, pour la suite. Tu es donc associé, Pierre Bastide, Romain Iserman. Qu'est-ce qui vous a réunis, tous les trois? Ce qui nous a réunis tous les trois, justement, en fait, Comment ils c'est. sont venus te chercher, quoi, Comment quelque ils sont part? venus me chercher? C'est par le réseau finalement, puisqu'en fait, Romain Iserman et Pierre Bastide avaient décidé, parce que Pierre Bastide avait
avait créé un family office suite en ayant fait le LBO record de France. D'accord. Et du coup, d'ailleurs, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, il a fait un peu exploser la machine. Et donc, du coup, ils ont décidé de créer un groupe hôtelier. Et c'est vrai que, du coup, ils sont venus me chercher tous les deux, Romain et Pierre, justement parce que le réseau avait dit quel patron il faudrait pour ce groupe, et plusieurs personnes ont dit Emmanuel Sauvage. Et donc, du coup, il y a à peu près, je crois, 3 ou 4 personnes qui ont dit ça. Et du coup, ils sont venus me voir au Burgundy. Et puis, c'était l'époque où on avait été vendu au Burgundy. Et donc, les choses se font parfois le même jour. En fait, les ennuis avec le nouvel acquéreur commençaient à arriver. Et en même temps, Romain passe un coup de téléphone le même jour. Et voilà, du coup, ça, au bout de 3 mois, on s'est mis d'accord. Et je suis arrivé beaucoup plus vite que prévu chez Evoque. Mais dès le début, vous avez cette ambition un petit peu de créer une collection un peu singulière? Ou c'est Oui. toi qui as apporté cette patte parce que c'est toi? Alors, c'était pas précis au début. C'est vrai qu'au début, en fait, au début, c'était un projet immobilier. Eux, ils avaient acheté des immeubles et du coup, il y avait pas forcément de cohérence dans l'achat des immeubles, bien évidemment, parce que tout était nouveau. Donc après, on a mis de la cohérence là-dessus. On s'est vraiment positionné. Justement, moi, je pensais qu'il fallait vraiment se positionner entre le Palace et l'hôtel 5 étoiles d'investisseurs traditionnels, puisque Boutique hôtel singulière. oui, parce que sinon, en fait, beaucoup, en fait, et c'était ma préoccupation principale quand ils sont venus me chercher, c'est de se dire, parce que beaucoup d'investisseurs te disent: «Oui, je veux faire du luxe», et puis au final, on arrive avec un hôtel de chaîne, sans luxe. Donc, moi, c'était vraiment très important pour moi, justement, d'être dans cette gamme entre le Palace et le 5 étoiles traditionnel, puisque pour moi, j'étais convaincu, et je suis toujours convaincu, que il y a ce panel et on a largement de la place, puisque les distorsions de prix sont vraiment énormes entre les 2 catégories. Alors, chez Evoque, chaque lieu a une âme. Quelle est la méthode pour créer une nouvelle adresse? Ce qui va se passer avec le golfe de Saint-Tropez ou qui va se passer à Rome prochainement? Alors, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, avant de créer, on a voulu créer des marques. Alors, Nolinski, à la base, était un hôtel, mais n'avait pas été prévu d'être développé en marque. Il s'appelait déjà Nolinski? Nolinski, oui. D'accord. Et alors que, quand on a décidé de faire Braque, on avait décidé de faire différents Braques à travers l'Europe. Donc tout de suite, Pourquoi cette marque justement, Braque? Comment elle vous est venue? Qu'est-ce qui vous a amené? alors ça, le nom, c'est comme toutes les marques, il y a aucun sens particulier. Voilà, c'était des discussions, de très longues discussions avec Mmh. Philippe Stark, et on arrivait, il y a aucun sens, aucun sens. Non, mais c'est bien de le Mais reconnaître. non, non, c'est un officier de l'armée de Napoléon, donc il y Ouais. avait vraiment aucun sens par rapport au reste. C'est pour ça, comme ça, je donne voilà, toute l'histoire. Et c'est vrai que du coup, on a décidé de créer cette adresse. Et c'est vrai que cette adresse, elle était complexe parce que c'était une adresse, autant Nolinski était plein centre de Paris, extrêmement plus facile pour le tourisme, autant quand on a créé Braque, on était dans le 16e, et souvent j'ai pour dire au fin fond du 16e, parce qu'on Dans une ancienne poste, on va dire. dans une ancienne poste dans la rue Jean Richepin, où tout le monde nous disait: «Vous êtes complètement fous, mis à part dépenser l'argent de Pierre Bastide, c'est tout ce que vous faites». Et Personne n'y croyait. C'est ce que tu es en train personne de n'y nous dire. croyait, personne n'y croyait. Et ce qui était très important, parce que c'était aussi la grande époque d'Airbnb qui proposait une hôtellerie, pas une hôtellerie, mais un hébergement différent pour vivre une expérience de Parisien. Et on s'est tout de suite dit qu'il était très important justement de mixer le Parisien avec le touriste. Et c'est vrai que ce quartier-là, c'est un quartier dense en habitation, un quartier d'habitation assez important. Et du coup, il a été décidé de créer justement beaucoup de centres pour justement les gens du quartier, que ce soit le club de sport, où on a à peu près 1000 membres, que ce soit l'ensemble du lieu, il a été créé pour ça. C'est-à-dire que moi, je voulais absolument qu'on ait une offre petit déjeuner qui ne soit pas à des tarifs palace, puisque moi, je me suis toujours dit, il faut qu'on puisse pas se poser la question, c'est un établissement de luxe, mais on ne doit pas se poser la question quand on habite le quartier, qu'on a de l'argent, pour se dire, ah bah non, on va pas prendre le petit déjeuner là-bas, c'est trop cher. Donc en fait, ça doit être un lieu de rassemblement, ça a toujours été un lieu de rassemblement. Et d'ailleurs, j'avais un autre nom avant Braque, moi que j'aimais aussi beaucoup, qui était Cross, KRO2S, parce que c'était vraiment le lieu de rassemblement de tout le monde. Ça veut dire qu'on peut trouver des gens en claquettes chez toi, On trouve. hein, des gens Là, qui sortent là, du spa, ou bien carrément un Américain habillé de la tête aux pieds, habillé Hermès, quoi. On a tout, puisqu'en fait, les clients de l'hôtellerie de luxe aujourd'hui, en fait, comme tout le monde du luxe, a une clientèle totalement diversifiée par rapport à il y a une quinzaine d'années. Avant, c'était très stéréotypé. Aujourd'hui, on a différents types de clientèle complètement différents. Donc, c'est très important aussi d'avoir justement deux marques, deux positions, que ce soit la marque Braque, la marque Nolinski, qui s'adressent à des clients un peu différents, mais qui ont quand même un ADN commun, qui est l'ADN Evoque. Sinner, pourquoi ce nom et pourquoi ce choix? Alors Sinner, pourquoi ce choix? C'est un choix très particulier, puisque Sinner, en fait, était une adresse aussi
différentes. On avait des partis pris qu'on va moins prendre maintenant en développement à l'international, où on aura des adresses plus, on va dire, sur des adresses beaucoup plus tourisme, premium par rapport à ça. Sinner, en fait, était rue du Temple et en fait, c'était, pour moi, c'était un très, très beau projet. Rue du Temple, il fallait se dire justement la cliente traditionnelle du luxe, qui est à Saint-Honoré, qui est en Hermès, n'aurait pas séjourné rue du Temple de On toute est façon. d'accord. Mmh. Donc en fait, il fallait de toute façon, je pense, segmenter pour aller justement sur une clientèle niche qui cherche une autre hôtellerie de luxe et dans un autre quartier. Donc c'est-à-dire qu'il y a des clients pour ça et donc c'est vrai que Sinner en fait est toujours été sur le fil. Pourquoi Sinner? Parce que c'était justement ce quartier où il s'est passé beaucoup de choses et Sinner en fait quand, moi j'ai toujours marché un petit peu en vision quand Tristan Hauer nous a présenté, c'était le décorateur, nous a présenté les premières planches, j'ai vu le film Saint-Laurent, j'ai revu toute cette atmosphère et c'est vrai qu'il était parti de l'ordre des Templiers du XIIIe siècle Oui. à justement, les années 80, les années avant SIDA, les années du quartier rigolote et de sortie du quartier. Et donc c'est vrai que c'est toute l'histoire de ce quartier qui a été mise, un petit peu à contribution dans ce projet et c'est vrai que c'est un projet un petit peu fou, mais justement pour un quartier qui est totalement différent. On doit s'adapter, chaque adresse doit aussi s'adapter à son quartier. La cour des Vosges, oui, la cour des Oui, la Cour Vosges, des Vosges, hôtel. hôtel très traditionnel. La Cour des Vosges, c'est pareil, elle s'adresse à une clientèle très particulière. Justement, on était obligé, on a retravaillé nos éléments de langage parce qu'on était, justement, quand on dit que c'est un hôtel, justement, c'est un hôtel de 6 chambres, 6 suites. C'est une maison qu'on a classée en hôtel, mais du coup, qui n'a pas les parties communes d'un hôtel. En revanche, on y voit toute l'histoire de France. Il y a toutes ces vibrations aux fenêtres, c'est un monument historique. Et il y a une partie qui est classée, les plafonds sont classés, et donc on revit l'histoire de France. Moi, quand je suis à la fenêtre, je revois toute l'histoire de France qui défile devant moi. Et c'est vrai que c'est pareil, ça s'adresse à une clientèle très spécifique. C'est pour ça que justement, très esthète, qui aime l'histoire de France. Parfois, du coup, vous avez certains clients qui ne sont pas du tout attachés à tout ça et qui ont plutôt les standards d'hôtel traditionnels. Tu as ouvert à Madrid Braque, Braque. tu as choisi à Venise Nolinski. Pourquoi cette différence et comment toi tu fais la différence? Alors, déjà, on décide ensemble, hein, on Non, décide mais quand je ensemble dis avec nos toi, je m'entends, oui, bien sûr. oui, bien sûr, mais C'est ton non, choix non, mais artistique non, en fait, ton c'est très important parce qu'en fait, Braque, j'emploie rarement ce mot, mais ça permet vraiment de bien on va dire, le comprendre. C'est un resort urbain. Donc, d'accord. d'une manière générale, c'est un resort urbain. Dans ski, ça s'adresse à une clientèle plus internationale, qui est aussi plus esthète, qui c'est plus un havre de paix. Donc, en fait, on a les deux adresses, les deux ambiances qui peuvent correspondre à des moments. C'est-à-dire nos clients passent de l'un à l'autre aussi en fonction de leur type de séjour, en fonction d'avec qui ils sont. Ou on a certains clients qui vont dans une des adresses, mais pas dans l'autre. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on choisit. Donc, c'est vrai que généralement, il y a une surface et c'est vraiment le resort urbain. Est-ce que tu as le sentiment que tu peux retrouver ces mêmes clients, aussi bien Braque, Madrid avec ta signature et de l'autre côté, bah, le Nolinski à Venise? Est-ce qu'il y a des gens qui partagent, Oui, ils partagent parce qu'ils ont la signature Evoque au-dessus voilà. et en fait, elle est malgré tout, nous on fait moins attention parce qu'on est dedans et c'est vrai que moi je m'en rends pas compte. Moi quand je dis que Nolinski est classique, on me dit: «Oh bah non, il est pas si classique que ça finalement». Mmh. Je dis: «Bah pour moi je le trouve classique». Mais du coup on retrouve notre signature, de marque master, la marque Evoque et du coup on a aussi quand même des points communs entre ces 2 marques bien évidemment puisqu'ils sont pensés par les mêmes personnes. Donc on n'est pas complètement, il y a quand même des marqueurs comme la qualité, comme le service, comme la façon d'être, qui sont très importants et qui sont identiques. 2026, Golfe de Saint-Tropez, c'est donc la nouvelle je dirais priorité. C'est un choix immobilier avant tout ou bien hôtelier comme d'habitude, à tes Alors, côtés? on a un petit décalage parce qu'on va préférer décaler à avril 2027 puisqu'on D'accord. était sur une ouverture en juin 2026 et que nous, on décide vraiment toujours, quand on ouvre, d'être dans la qualité. Donc, c'est-à-dire que plutôt que d'ouvrir dans la précipitation avec un décalage, de pas forcément avoir le bon personnel, on a préféré décaler et faire une saison pleine pour ouvrir en avril 2027. Et justement, non, c'est un choix global. Bien évidemment, l'immobilier rentre en ligne de compte dans tous ces choix, mais c'est un choix de lieu, c'est un choix on doit sentir ce lieu avant, donc c'est une mixité de beaucoup de facteurs. Ça veut dire que ça décale l'ouverture de Rome, pour Alors non, 2027? Non? Rome du coup est plutôt en décembre 2026, donc Donc on on avance. avance D'accord Rome et justement sous quel label? Rome, c'est Brac Rome. Aussi, d'accord. Voilà, Brac Rome. Alors, Brac Rome, ce qui est incroyable, c'est quand on a visité le bâtiment qui a été ensuite rasé, je me revoyais dans le bâtiment
futur BRAC Paris, qui était le centre de tri postal du 16, et c'est exactement le même style de bâtiment, tout en longueur. On se croyait sur les mêmes plateaux parce qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de cloison, il n'y Bien avait plus sûr. rien. On se croyait au même endroit. Donc là, pour des questions de praticité et de beaucoup de choses, de technique, on a rasé l'immeuble et on reconstruit. Mais du coup, il a vraiment le même ADN en termes architectural intérieur de BRAC, Je Paris. vais parler ville maintenant. Donc, tu as choisi Madrid, tu as choisi Rome. Pourquoi ces villes-là? Qu'est-ce qui Alors, t'a amené à faire cet arbitrage? c'est toujours des discussions voilà, entre associés. Et c'est vrai que ces arbitrages se font parce que déjà, c'est très important d'avoir des destinations. Vous voyez, par exemple, on n'a pas choisi Lisbonne. Pour moi, Lisbonne, c'est une destination qui est très sympathique, mais qui n'a pas le potentiel pour la clientèle que l'on recherche avec la fréquentation et la régularité. Ça veut dire en termes de En volume termes de volume et en termes de régularité. C'est-à-dire que nos clients ne vont pas aller tous les ans ou tous les 2 ans à Lisbonne. Alors, donc ça, par exemple, ils vont très souvent à Venise, très souvent à Rome, Bien sûr. ou d'autres destinations qu'on n'a pas encore, mais ils vont pas aller très souvent. Là, on va dire que la destination n'est pas encore, soit par l'histoire, ou soit par la programmation culturelle, ou par beaucoup de choses, n'est pas encore, je pense, prête. Alors après, vous allez me dire pourquoi Madrid? Parce qu'on va me dire Madrid, c'est Oui. un peu différent. Alors là, parce que du coup, on a parié sur une ville en devenir, puisque justement, on voulait une destination en Espagne, Mmh. et on avait refait un tour à Barcelone ensemble, et on s'est dit: «Non, bah, Barcelone, c'est pas possible», et donc du coup, on a regardé Madrid, et on s'est dit: «Madrid est une ville en devenir». Il y avait une hôtellerie plutôt très restreinte, en luxe, pratiquement rien, et justement, c'était plutôt une ville en devenir. C'est ce qui s'est passé, ça a même été accru avec le Covid, puisqu'ils ont une gestion du Covid très différente de la France, et du coup, on va dire, cette opportunité s'est accrue, et c'est vrai que c'est une destination aujourd'hui. Puis il y a aussi toutes les écoles, et on a aussi, beaucoup de nos clients de BRAC Paris, et qui ont Oui. tous leurs enfants qui étudient Pendant l'étude à à Madrid. Madrid, non pas BRAC Madrid, mais du coup, qui passent par BRAC Madrid, justement, puisque du coup, c'est le vrai lien. Philippe Stark, accompagne plusieurs de vos projets. Est-ce que justement il a un regard un petit peu différent? Qu'est-ce qu'il t'apporte? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Et est-ce qu'il influence sur les villes? Ah non, Philippe Stark n'influence pas sur les villes. D'accord. Philippe Stark, en fait, déjà, c'est un visionnaire. Philippe Stark, moi, il m'impressionne toujours, puisque, en fait, c'est un designer qui te présente une 3D 5 ans avant. Déjà, tu sais pas que c'est une 3D, c'est l'image d'une photo. Ces 3D sont très précises. Mais tu vois 5 ans avant son hôtel identique à la réalité. C'est-à-dire que c'est un des rares qui a une projection Très précise, hein. très, très précise. On travaille avec beaucoup de décorateurs. Ils sont tous beaucoup de talent, mais lui, il a une précision en Il a la fait, précision d'un architecte? plus. Plus, carrément. Plus. C'est vraiment d'une précision extrême. Mais vraiment, hein, la 3D, il te présente le projet. Tu as le projet fini, et c'est à l'identique. Après non, Stark nous a beaucoup apporté aussi, puisqu'on a travaillé vraiment en commun. En fait, c'est parce que parfois, j'ai entendu des choses pas forcément agréables, justement, mais non, c'est un travail en commun. On a travaillé ensemble sur l'ensemble des projets, et puis on se réadapte. Par exemple, à Madrid, on a redécidé, j'avais dit à Philippe, je dis: «Tiens, le club de sport, je pense qu'il est trop petit, j'ai une nouvelle idée, je voudrais vraiment développer le wellness, j'aimerais que le client soit dans cette atmosphère», tout ça, et lui, il retravaille derrière, et en fait, c'est très complémentaire, et c'est un travail vraiment en commun, qui est fait avec Philippe. Il a cette écoute, qui est importante par rapport à vos besoins «permanents» entre guillemets dans la réflexion. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Alors maintenant, on se connaît, c'est aussi beaucoup plus facile, Oui. comme tout projet qu'on peut mener. C'est des gros projets, c'est des projets qui sont assez longs, puisqu'il y a un sens du détail énorme sur les non-inscrits, mais sur les braques, c'est encore plus poussé. C'est très, très poussé dans le détail. Et c'est vrai que, non, non, il y a une vraie écoute, et on travaille en commun. Si on pouvait pas travailler justement avec ce travail commun entre nous, ça serait beaucoup plus difficile. Là, bien évidemment, il y a une écoute tout le temps. Alors je sais que tu n'aimes pas te répéter, tu te lasses vite. Comment fais-tu pour chaque nouvelle adresse, reste une surprise pour toi? Comment tu fais justement? Bah, parce qu'on se renouvelle tout le temps, je pense qu'on va encore plus loin. Ce qu'on faisait à l'époque, on le redémultiplie. On aime bien se faire aussi accompagner, on va dire, de curateurs, de personnes qui sont très spécialisées dans leur domaine, et du coup, justement, on va encore plus loin. Donc l'idée, justement, de tous nos projets, c'est d'essayer de continuer à d'aller encore plus loin à chaque fois, et justement de toujours se remettre en question, puisque le monde évolue très Mmh. vite aussi. Donc il faut aussi que nos hôtels évoluent avec tout ça. Bon, tu as un goût quand même très personnel, tu es presque instinctif dans ta démarche, l'art, les matières, les atmosphères. D'où ça te vient ce don?
Aucune idée. Après, moi, j'ai des visions, en fait, Ah, d'accord. comme je t'ai dit tout à l'heure que j'avais une vision, sur Sinner. J'ai régulièrement une vie ça me fait une histoire de vision et hop, je et ça déroule derrière. Voilà, mais c'est vrai que je suis assez instinctif. Si tu vais, justement sur la gamme que tu as aujourd'hui, pour toi, le meilleur hôtel? Si tu vas avoir un classement, je ne te demande pas de classer, tous, mais un ou alors un coup de cœur? Alors, un coup de cœur, mais c'est l'ensemble, parce qu'en fait, je pense que de toute façon, un hôtel, ne vit pas seul. Toi, tu vois, quand tu arrives à Paris, à Nolinski déjà ou même les autres, le client arrive stressé, arrive, voilà. Tu arrives à Venise, déjà, tu pas le client n'est pas le même. Nous-mêmes, nous ne sommes pas les mêmes quand on arrive. Donc en fait, moi j'aurais tendance toujours à dire, Nolinski Venise puisque quand on arrive, on est déjà transporté par le bateau et en fait, c'est la ville, c'est l'atmosphère générale qui te captive et du coup, quand tu rentres dans cette adresse, déjà tu es différent. Donc je trouve que cette adresse est vraiment, extraordinaire. Alors moi, mon petit doigt m'a dit que dans tous les cas, à chaque fois que tu fais une ouverture, tu dis, «Franchement, c'est le plus bel endroit que je viens de réaliser». Oui, parce que je dis qu'on va toujours plus loin. Mais Donc en c'est fait, alors que tu dis ça pour chaque hôtel, hein? oui, mais on va encore toujours plus loin. Donc en fait, on va encore plus dans le détail, on va encore plus loin puisque je pense que c'est vraiment important. Déjà, il y a aussi une vraie évolution de nos métiers puisque, Ouais. je le répète régulièrement, mais les investisseurs ont changé. Il y a 15-20 ans, c'était des groupes hôteliers traditionnels où du coup, il y avait pas ces atmosphères. Aujourd'hui, on a des investisseurs qui ont changé, qui viennent d'autres univers, qui ont fait fortune, qui du coup ont On aussi fréquentait aussi des établissements, ont dans le monde, hein? Mmh. fréquenté tous les établissements dans le monde et en fait apportent autre chose. C'est assez intéressant justement d'avoir transformé c'est ce qui a aussi transformé l'hôtellerie française aujourd'hui puisqu'avant, il y a une quinzaine d'années, elle était plutôt très Traditionnaliste, ouais. traditionnaliste, standardisée, Oui, le Palace 5 étoiles, l'hôtel 4 étoiles, les c'est très normes, standardisé. Aujourd'hui, on va sur beaucoup plus de choses. On a du coup une large offre qui est très complète. Il y en a pour tout le monde, pour tous les types de clients. Et je pense qu'il faut aller toujours plus loin. Et en fait, je pense qu'on se dépasse à chaque fois. Et c'est vrai je pense qu'on est capable et on se fait accompagner. C'est ça qui est très intéressant, puisque tous les gens qui nous accompagnent sont des passionnés. C'est-à-dire que quand ça soit des curateurs autant dans la musique que dans l'art, que dans les livres, que dans tout, ce sont des passionnés. Donc ces passionnés bah, prennent encore plus la mission et on se connaît, donc prennent encore plus la mission à cœur, donc on va tous plus loin. moi, j'ai retenu, un mot clé chez toi, enfin 2 mots clés, c'est émotion et souvenir. C'est ta boussole? Oui, parce que alors, par exemple, moi je dis toujours, sur un restaurant. Alors un restaurant peut être très bon, mais chiant, pardon, hein, mais voilà, chiant ou l'atmosphère pas agréable et tout. Moi je me dis toujours: «Est-ce qu'on a envie d'y retourner?» Parfois il peut être moyen, au niveau culinaire, Mmh. mais l'ensemble est très agréable et on s'y sent bien. Et là, je me dis: «J'ai envie d'y retourner». Donc je me dis toujours qu'en fait, on transforme ces émotions en souvenirs. Nous, notre métier, on sauve pas des vies, c'est simple. On est juste là pour donner un moment de plaisir à nos clients et pour que ça reste un vrai souvenir. Et en fait, moi, le plus beau des cadeaux, c'est qu'aujourd'hui encore, on reçoit des mails, des gens qui font le tour de la planète, qui t'envoient un mail, d'1 page pour te remercier du séjour qu'ils ont passé. Moi, je trouve que c'est le plus beau des cadeaux, parce que, voilà, qu'on soit là pour des moments difficiles, parce que parfois aussi c'est des moments difficiles, on accompagne les gens dans des moments difficiles, mais justement nous, notre mission principale, c'est de transformer une émotion en souvenir, inoubliable. Tu as le sentiment en fin de compte que les gens doivent venir chez toi ou peuvent venir chez toi et se sentir mieux qu'à la maison? Ah oui. C'est ton maître mot? Oui, puisqu'à la maison, en fait, on n'a pas toute cette atmosphère. Donc à la maison, puis beaucoup de gens sont pas forcément très heureux à la maison non plus. Donc ça, c'est le côté, Ouais. nous, on voit la face Côté cachée. social, bien Nous, on sûr. voit la face cachée, aussi, puisqu'il y a la face, je dis toujours, il y a un côté jour, un côté nuit de chacun de nos clients. Mais du coup, on est dans l'intimité des clients. Donc on sait très bien que parfois, c'est plus complexe que ce qui n'y paraît. Et c'est vrai que je pense que oui, il y a le côté social, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a un côté joyeux quand même. Dans nos maisons, il y a quand même un côté joyeux. Et c'est très important et le côté social, comme tu le dis, est très, très important. Evoque Collection, chacun a une identité. Est-ce qu'il y en a une qui te ressemble le plus objectivement? C'est vrai, Non. hein? Non, pas Non, 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 honnêtement, non, parce que, je pense que j'arrive à passer, j'aime un peu de tout. Moi, j'aime bien, parfois je peux paraître un petit peu plus olé olé, mais j'aime bien tout ce qui est aussi j'aime bien le palace, j'aime bien les codes traditionnels, j'aime bien aussi ce qui va être plus contemporain, mais, et tu arrives à les mixer justement, oui, je pense ces qu'on peut. codes-là Oui, oui, je justement, pense dans qu'en tes fait, établissements? en fonction de son moment, en fonction de l'établissement, en fonction de la destination, puisqu'il faut Tu peux s'adapter, influencer, il faut s'adapter. Je veux dire qu'on on ne peut pas reproduire, et puis d'ailleurs, c'est aussi ce qui les difficultés aussi du quotidien. C'est-à-dire
on pense quelque chose quand on le construit, bon, ça ne fonctionne pas forcément de la manière dont on l'a pensé. Donc il faut le réadapter sans cesse. Donc je pense que dans le développement, c'est très important aussi de s'adapter dans la destination et dans la culture locale du pays. Ça fait 10 ans que le groupe existe, l'hôtellerie haut de gamme a évolué. Quels sont les grands changements que tu observes chez les voyageurs, toi? Les voyageurs, de toute façon, en fait, c'est simple, ils ont alors j'aime le mot expérience est un peu maintenant mis aussi un peu dévoyé à toutes les sauces. Après, c'est vrai que le voyageur aujourd'hui, ce qu'il a besoin, c'est quand même d'avoir une expérience globale. Heu, Avant, l'hôtelier, c'était un lit, une salle de bain, il se passait rien de plus, un restaurant qui était, bon, sans aucun intérêt. Maintenant c'est une expérience globale. Je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin. On doit proposer quelque chose de beaucoup plus poussé. Justement, tous nos concepts, par exemple, là, on a lancé un nouveau concept qui est le la capsule, pour les braques, qui est un concept wellness extrêmement poussé, éducation hyperbare, on travaille sur la longévité, sur la reconnexion à soi. C'est extrêmement important d'aller beaucoup plus loin que de l'hôtellerie traditionnelle et donc je pense que c'est vraiment ça qui est essentiel, c'est de proposer quelque chose de beaucoup plus global, de proposer aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est très important que les lieux soient vivants, d'avoir des rencontres, on propose des rencontres philosophiques, des rencontres, avec des créateurs. Voilà, je pense que les lieux doivent toujours être en mouvement parce que justement, il y a rien de pire qu'un lieu mort et c'est vrai que les hôtels à une époque, étaient des lieux un peu morts. Avec une particularité quand même chez toi, c'est que tu fais cohabiter toujours les lieux, raffinement et décontraction. Bah, moi, je pense qu'on peut et la décontraction est encore plus complexe d'ailleurs, mais je pense que c'est important justement pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise. On peut avoir le même service, la même qualité de service, mais en étant beaucoup plus proche du client et quand je dis proche du client, c'est plus complexe d'être décontracté parce qu'il faut savoir s'adapter au jour et à la et au désir du client ce jour-là. Quand on est sur on va dire un service plus rigide, plus classique, en fait, l'attitude est quasiment toujours la même. En revanche, quand on est sur du décontracté, il faut s'adapter au client sur le jour précis. C'est-à-dire qu'un client, parfois, va être en rendez-vous, il n'a pas forcément envie qu'on lui parle de la même manière quand il va être seul, quand on est en décontracté et c'est là où il faut avoir quand même cette Sur intelligence psychologique. émotionnelle très importante. Donc c'est plus compliqué pour nos équipes, on y travaille tous les jours justement pour avoir le bon ton avec le bon client. Mais moi, je trouve que le luxe, en fait, c'est pas la rigidité. Le luxe, c'est de se sentir bien, c'est d'être apaisé, c'est d'avoir de l'espace, d'être pris en main et de se sentir vraiment bien. Donc en fait, c'est vraiment par ces attitudes plus décontractées, je pense aussi, qui répondent aussi à des codes plus contemporains du luxe, puisque en fait, bien évidemment, les temps changent. Moi, je trouve que c'est parfois ridicule d'avoir le voiturier avec le chapeau haut de forme et la queue de pie. Bon, on est en 2025, personne se traîne avec une queue de pie et un chapeau haut de forme. Donc je pense qu'il faut être adapté au goût du jour et bien évidemment, nos clients ont aussi bien évolué. On a aussi beaucoup de catégories de clients, donc c'est important de répondre aussi à tout ça. Je sais que tu attaches beaucoup, d'importance à l'humain, comment tu choisis tes équipes? En fait, je pense qu'il faut, déjà, ce qui est très imp alors comment j'ai choisi? C'est compliqué comme question parce que je pense Beh, je prends l'exemple de Adam que je connais bien, ton chef dont je suis fan, au niveau de la nourriture et de la personnalité et puis Dorian que je connais dans une autre vie, dans un autre, restaurant et que tu as pris sous ta alors coupe entre voilà, guillemets. alors c'est très intéressant parce que je vais faire le rapprochement entre Adam et Philippe, nos 2 chefs, où ils ont eu à peu près la même façon d'être recrutés. C'est-à-dire que moi, en fait, souvent, c'est un entretien qui, du coup, se passe très bien, comme une conversation et c'est vrai que, par exemple, moi, tous les chefs avec qui, d'ailleurs, on est resté qui sont chez nous et qui sont depuis très longtemps chez nous, en fait, je leur ai jamais demandé de cuisiner. Donc ça s'est jamais bon, je sais que C'est pas parfois ça qui détermine ben le choix. non, je sais pas comment c'est vrai que les 2, je leur ai jamais dit: «Tiens, faites-moi un essai». Tous ceux avec qui qui ont fait un essai chez nous, ils ont jamais été pris. Donc c'est vrai qu'en fait, je pense que c'est de toute façon la compréhension, la façon dont ça a accroché tout de suite, ça, c'est vraiment important sur ces chefs. La façon parce qu'on leur donnait des briefs au départ et comment ça s'est fait. Ça s'est fait toujours très naturellement. Moi, je pense que ça va en fait, je suis quasiment décidé dans les 15 premières minutes. D'accord. Donc je peux faire 2 Là, on heures revient à cette notion de vision et voilà, c'est côté instinctif chez toi. voilà, donc en gros, 15 minutes, généralement, j'agace un peu tous les chasseurs de tête ou les DRH en disant: «Non, mais j'ai pas besoin de voir d'autres candidats, un ça me suffit». Donc on me dit: «Oui, non, mais non, non», je dis: «Non, c'est bon, ça suffit». Donc parfois, bon, j'en vois quand même plusieurs, mais c'est vrai que ça se fait très vite. Dorian, je l'avais rencontré dans un autre établissement, par le Mmh. passé et là, c'est pareil, je sais pas pourquoi, j'ai dit: «Celui-là, il me le faut».
Il a été un peu long, Dorian, hein. Oui, oui. Il était un peu retors pour arriver, mais j'y suis arrivé et il est toujours là et c'est vrai que c'est un plaisir. En fait, c'est une vraie équipe. On l'appelle parfois la dream team, mais c'est vraiment des gens formidables et tout ce qu'on fait, c'est grâce à ce travail d'équipe, en fait, puisque Parce qu'ils aiment les gens. On le voit au restaurant, on le voit en cuisine, ils aiment comme toi les gens. On sent bah, que le c'est la contact base. humain, c'est la base. C'est la base de notre métier. En fait, moi, chez nous, on a eu d'autres personnes. C'est intéressant que ce soit toi qui le dise. C'est que moi, parfois, on a eu des bons, très bons pros. Mais au bout d'une semaine ou deux, je dis non, mais ça va pas, en fait. Parce qu'ils peuvent être très pros, mais pas, justement, pas avoir cette notion d'aimer les gens, en fait. Moi, en fait, c'est pas possible. Et puis, on vend pas pour vendre. On doit faire plaisir. Je dis toujours, on doit faire plaisir. C'est très important. C'est-à-dire que moi, je dis vendre pour vendre, c'est pas possible. Hier, lors d'un dîner, justement, on était en train de discuter de ça. Mais je dis, moi en fait, la notion de vendre est très importante, bien évidemment, on fait du commerce, mais c'est surtout de l'avoir la régularité et en fait, moi, j'aime pas faire des coups. Donc en fait, c'est pas du tout moi, ce que j'aime, c'est justement, c'est de faire plaisir et donc du coup, quand on fait plaisir, le client revient. Donc il sent et ça doit être naturel. Parce que se faire plaisir, il y en a qui le font pas naturellement. Oui. Dans toutes nos équipes, ils ont tous cette fibre-là. Faire plaisir, que ce soit dans tous les postes. Question personnelle, tu Oui. formes beaucoup, tu accompagnes. C'est une façon de réparer tes blessures dans ton propre parcours. Tu as le sentiment que parfois on t'a laissé, non pas de côté, mais on ne t'a pas apporté la considération Ah que tu ça, je méritais. ne sais j'ai eu un stage très difficile, Ouais, j'ai c'est eu mon pour ça que. premier stage Ouais. très, très difficile. Si j'avais pas eu mes parents sur ce premier stage, je pense Mhm. que j'aurais abandonné ce métier puisque c'était vraiment toutes les caractéristiques De ce que de tu ne voulais tout ce pas. qu'on peut J'ai pas détesté, de hein. tout ce qu'on peut pas faire aux gens. Je pense que c'est d'ailleurs On peut appeler ça cauchemar en cuisine. oui, Hein. j'entends encore parfois des paroles, qui sont pour moi inadmissibles, pas chez nous, mais justement de gens qui puissent et ces comportements-là d'ailleurs font qu'aujourd'hui nos métiers sont en souffrance puisqu'on a du mal à attirer du monde, puisqu'on subit encore les conséquences de comportements inappropriés d'il y a 25 ans. Ça s'est beaucoup amélioré. De toute façon, aujourd'hui, si on veut vraiment avoir de bonnes équipes, il faut s'être adapté. Et c'est aussi à nous de nous adapter aux personnes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dit souvent: «Oui, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas pareils, ils ne veulent pas travailler de la même façon». Bon, c'est aussi à nous, employeurs, de nous adapter à ça. Et c'est vrai que moi, je parle toujours de bien-être au travail, c'est extrêmement important puisque c'est vrai que c'est facile de dire un salarié heureux, un collaborateur heureux fait un client heureux, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que si tu arrives et que tu es déjà, on te fait subir des choses qui ne sont pas acceptables, je vois pas comment c'est quand même extrêmement compliqué. Il y en a qui arrivent à le faire, je pense que j'arrive à le faire, mais c'est extrêmement compliqué de leur délivrer un client et je pense que de toute façon toute cette atmosphère, on le ressent. Moi, je pense qu'on ressent et j'ai aussi un souvenir d'un restaurant où on voyait pas ce qui se passait, derrière. J'étais aussi avec mes parents et je dis: «Mais c'est pas possible, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de on On sent cache, on on sent cache. on sent quelque chose qui ne va pas là-dedans». Bon après on a entendu un quart d'heure après, on a compris. Mais en fait, je trouve que c'est extrêmement important puisqu'on ressent tout. Alors, il y a des gens qui ressentent plus que d'autres. On ressent toutes les mauvaises énergies et donc c'est très important d'être dans une énergie positive. Et donc de toute façon, on ne peut pas faire subir et puis aussi, on est dans des métiers moi, ce que j'aime dans tout ça, c'est la transmission. On a aussi beaucoup de personnes qui viennent qui ont pas forcément eu les mêmes éducations, qui ont pas forcément eu la même chance dans la vie et c'est vrai que par rapport à ça, on est dans des métiers encore où on peut transmettre et moi, la plus grande des fiertés, c'est justement d'avoir accompagné quelqu'un de l'avoir fait grandir à nos côtés. Il y en a beaucoup qui ont grandi avec nous et qui après justement volent de leurs propres ailes et c'est extraordinaire. Moi, je pense que c'est aussi la deuxième récompense par rapport aux clients. J'ai une petite surprise pour toi. Oui? Je sais que tu n'aimes pas trop les surprises, mais heu, 10 ans d'Evoque, 700 collaborateurs. Mmh, Une personne voulait te poser une question très bien. et donc tu appuieras sur play Alors, pour justement écouter. ah, je connais cette personne. Delphine, Delphine. du groupe Clarins. Bonjour Emmanuel. Tu as accompli beaucoup de choses et de projets ambitieux. Alors j'ai une question, quels sont tes rêves et tes aspirations pour le futur? Mes rêves et aspirations pour le futur. Donc, je remercie beaucoup Delphine pour cette question. Mes rêves et aspirations pour le futur. Alors déjà, moi je pars du principe qu'il faut être heureux dans la vie. Donc, Mmh. rêves et aspirations pour le futur, c'est de continuer à être heureux. Rêves et aspirations pour le futur, c'est aussi de ne jamais faire le temps de trop. Donc ça, c'est très important pour moi. Et aussi, je pense que pour le futur, pour moi, après, c'est une fois que l'aventure Evoque sera
se terminera un jour, et elle voit quand elle se terminera. C'est de mettre mon temps pour, la société civile, que ce soit en politique, soit dans différents secteurs, j'en sais rien, dans le tourisme ou pas, ou voilà. Mais dans tout ça, je pense que c'est important de redonner du temps, ensuite, puisque moi aussi je pars toujours du principe que le luxe doit compenser aussi pour la société civile, donc je pense que j'aimerais en tout cas, à faire ça. Après, je trouve que c'est toujours difficile aujourd'hui, dans les temps qu'on vit actuellement, Oui. d'arriver à se projeter dans 10 ans ou dans 5 ans, puisque je pense qu'il faut se laisser porter et c'est un peu ma vision, c'est de se laisser porter au moment voulu. Mais j'aime bien explorer plein d'autres choses, donc je pense que j'explorerai d'autres choses. Je te rends le téléphone. Merci beaucoup pour cette question. Tu viens d'accueillir un nouvel actionnaire avec tes associés, un actionnaire de poids, on peut le dire, hein, la famille Courtin, propriétaire de Clarins. Quel va être leur rôle justement dans cette nouvelle phase pour vous? Bah, la famille, Courtin va nous accompagner pour continuer le développement, c'est important et je pense que c'est aussi important, dans une entreprise, justement de s'ouvrir, Mhm. s'ouvrir à d'autres. C'est important aussi puisque la famille Courtin, a le groupe Clarins, donc du coup une structure beaucoup plus grande et donc nous apprend aussi à continuer en tout cas à nous structurer davantage encore et je pense que c'est important, justement pour le développement. On l'avait déjà fait, on a parce que quand on a ouvert, il faut dire que c'était un petit peu le 1er quand on a ouvert le Brac, on s'est fait dépasser. C'était un peu un joyeux bordel quand même à l'époque. On a beaucoup structuré. Le Covid nous a En appris 10 ans quand même, ah on apprend, on apprend. Le Covid aussi nous a appris à nous structurer bien sûr. et je pense qu'encore aujourd'hui, on apprend beaucoup à côté d'eux, justement pour ça et je trouve que ce qui est hyper intéressant, moi je pars toujours du principe que on doit apprendre tous les jours, sinon on s'ennuie, la vie est trop ennuyeuse. Donc moi, tant que j'apprends et justement, on apprend d'autres méthodes et c'est intéressant aussi on apprend aussi à se connaître. Donc, puisque pour eux, c'est des nouveaux métiers. Donc, voilà. Donc, chacun trouve sa place et c'est très intéressant puisqu'on apprend beaucoup de choses aussi ensemble. Et puis, l'idée, bien évidemment, c'est de continuer à développer nos marques avec eux. Delphine, qui est une personne qui compte pour toi, c'est pour ça qu'elle voulait poser Oui. cette question avec Lionel, son conjoint. Heu, c'est des gens qui comptent pour toi et on dirait que c'est le symbole un petit peu de ta façon d'être et de faire avec les gens. On peut dire que ce couple-là en est le symbole? Oui, puisque en fait, c'est vrai qu'on s'est rencontrés, au Brac, parce qu'au Brac, j'ai rencontré beaucoup de monde. Oui. C'est vrai que ça a été Moi, je aussi l'ai rencontré le je 31 t'ai décembre. rencontré au Brac un 31 décembre avec Décembre. Lionel et Delphine Delphine, exactement. et c'est vrai Par qu'on hasard. par hasard. Souvent, le Brac, c'est beaucoup de hasard, c'est beaucoup de rencontres. Delphine et Lionel en font partie et puis aussi, Delphine d'ailleurs, c'est quand même intéressant puisque Delphine était aussi, on n'avait pas la marque Clarins au départ Non. nos spas, puisque, Clarins au départ j'avais pensé, mais avait un institut, rue de la Pompe, donc à 5 minutes à pied, donc je me dis: «Bon, Concurrence oblige, c'est aucun difficile. intérêt» Mmh. et puis du coup, Delphine, on était totalement en raccord sur le fait que Clarins avait toute sa place au Brac et donc a été une des investigatrices à faire rentrer Clarins en marque de spa et puis de fil en aiguille, donc Delphine est très importante pour ça, on a rencontré la famille, pour justement, des projets et puis, du coup, beh, la suite s'est faite comme ça. Donc voilà, mais c'est vrai que Delphine et Lionel font partie de ces rencontres, voilà, que j'aime beaucoup et qui sont, extrêmement enrichissantes et puis qui sont toujours présents dans les moments, où on en a besoin. Quelques questions plus personnelles, mais Oui. il était proche, hein. Oui. Quel est le voyage ou l'hôtel qui t'a le plus marqué émotionnellement, de Alors façon générale? émotionnel, je ne vais pas forcément dire émotionnellement, mais un hôtel qui m'a marqué, qui m'a permis de concevoir le Brac, voilà, l'esprit du Brac comme je l'ai conçu, c'est, l'unique à Sao Paulo. Pourquoi? Alors, c'est pas émotionnellement, mais en fait, je me suis dit que cet hôtel était particulier et c'est aussi l'Amérique latine, en fait, Oui. parce que c'est l'ensemble de ça. C'est-à-dire qu'on peut faire la même chose d'une manière très cool. Et donc, c'est ce qui m'a permis, je pense, d'améliorer ma vision. C'est-à-dire que moi, j'adorais l'Unique parce on n'avait pas l'impression d'être dans du luxe, mais on l'était. Justement, tout le monde était cool et en même temps, tu arrives, personne ne te connaît, on t'appelle par ton nom. Donc, en fait, c'est un faux cool. C'est un cool travaillé. Et c'est vrai que cet hôtel-là m'a vraiment. Alors, c'est pas un hôtel c'est un hôtel très bien, mais qui est pas non plus extraordinaire, m'a beaucoup marqué par rapport à ça. Et c'est ce qui m'a aussi fait avancer d'une manière différente sur la façon de voir les choses. Bah, leur formule, hein, to do bern, c'est tout à fait cet esprit-là, quoi. C'est Voilà. très, générique, mais en même temps aussi classe qu'abordable. C'est ça et je pense que c'est un hôtel vraiment qui m'a marqué. Tu es collectionneur, est-ce que l'art t'a aidé justement à créer ces hôtels-là? Alors oui, moi j'aime beaucoup alors oui, Mmh. j'en ai un peu beaucoup. J'en ai un peu beaucoup.
Et c'est grâce à Guy Durfort justement qui était, le propriétaire du Burgundy et avec Ouais. qui on avait fait un hôtel dans le 12e et dans ce 12e justement, on avait une vraie galerie d'art et c'était hyper intéressant. On a exposé, du Rougemont qui était académicien, du de Gotex, des photos de Knapp, de Mapplethorpe et tout ça et c'est vrai que c'est moi j'étais plus de Châteauroux, on allait beaucoup j'ai fait le conservatoire, j'ai fait de la musique, on allait beaucoup au C'était concert. très artistique déjà. On allait au concert, mon frère est flûtiste, voilà et du coup, on allait beaucoup au concert, mais moins expo et c'est vrai que, du coup, je trouve que là est hyper intéressant, alors je vais aussi vite pour acheter, une œuvre que pour acheter le reste. Pour recruter, Pour pour ceux recruter. pour ceux qui me connaissent, en moins de 5 minutes, la dernière fois, j'étais dans une galerie, elle m'a dit: «Si tout le monde pouvait acheter comme vous». En moins de 5 minutes, c'est fait. Oui, c'est tout ça va toujours aussi vite et c'est vrai que je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, j'adore, ça m'apaise. Après, j'accumule un peu beaucoup parce que voilà, mais parce que je suis un peu boulimique, je pense. Mais ça m'apaise beaucoup et je trouve ça hyper intéressant. Ce qui résume bien ta personnalité, tu es toujours en mouvement. Mais comment tu gardes l'envie, l'émerveillement, quand tout va si vite? Ah bah, sinon je m'ennuie, donc j'ai pas d'émerveillement. En fait, moi, l'émerveillement, c'est d'aller vite parce que justement pour revoir autre chose, p tout ça fait que c'est hyper intéressant. Sinon, je trouve ça ennuyeux et donc pour moi, ça ne m'émerveille pas. Est-ce que tu arrives vraiment à te poser, avoir, un lieu quelque part, un lieu refuge, un endroit qui te ressource Oui, chez moi, chez toi? à Paris et dans le sud, à Collioure. Ça veut dire que là, tu coupes vraiment et tu te sens vraiment, Je ne coupe pas. c'est pour ça que je te Je je ne coupe pas, mais alors si je suis dans le sud alors c'est intéressant Collioure parce que, je suis pas du tout dans le même univers. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important et aussi c'est dans mon éducation et on me le rappelle, je parle de mes parents régulièrement, mais on me le rappelle régulièrement, de faire attention à rester connecté, à la vie, je dis à la vie réel, entre normale, guillemets, ouais, réelle, et quotidien. qu'au quotidien de l'ensemble des personnes. Puisqu'en fait, c'est vrai on est dans des univers particuliers, dans des univers de luxe où, on côtoie que des gens, qui ont aussi beaucoup d'argent. Donc c'est très important aussi, je pense, de rester connecté à la réalité et c'est aussi avec nos collaborateurs, c'est important de rester connecté aux collaborateurs. Donc c'est tout ça, je pense que ça fait partie de moi. Moi, par exemple, je ne me vois pas passer mes vacances et recroiser, tous mes clients que j'adore. Mais moi, ça me permet justement d'être dans mon refuge et d'être, justement, je ne vois personne pendant 3 semaines, Protège quelque je suis part un peu. protégé, voilà et j'ai chez moi aussi à Paris où j'aime bien être, voilà, je suis chez moi, j'adore être chez moi et je sors tous les soirs, donc j'adore être chez moi, voilà, aussi. Si tu veux bien, maintenant, j'aimerais te passer au scan, Oui, avec des questions courtes très et bien, des réponses courtes. très bien, on y Mer ou montagne? mer, Ville ou campagne? ville, Architecte ou scénariste? scénariste, Spa ou rooftop? rooftop, Europe ou hors Europe? Europe. Avion ou train? Ah ouais, désolé, avion, je déteste le Y a pas train. Bon, je choisis du coup des destinations, il y a plus de 4 heures pour, nos amis, voilà, de train. Si tu devais effectuer, écoute bien, un dernier voyage, ce serait où? J'ai bien dit le dernier voyage. Alors, j'aime bien cette question, je dirais Paris. C'est un peu particulier comme réponse. C'est surprenant. C'est surprenant parce qu'en fait, moi, je trouve que Paris, je suis toujours émerveillé tous les jours. Moi, je suis en taxi, je bouge en taxi. Tout à l'heure, j'étais en moto, taxi et du coup, c'est vrai qu'en fait, je suis toujours émerveillé. Tous les jours, on peut passer sur les quais, je suis toujours émerveillé. Donc en fait, je pense que, voilà, moi, je suis pas difficile, rester à Paris et faire le tour de Paris sera ta dernière demeure, je ton souhaite dernier Paris soit ma voyage. dernière voilà, voilà. Mais parce que je trouve que on s'en lasse pas, en fait. Voilà, c'est la fin. Merci Emmanuel pour cet échange et d'avoir embarqué, en classe affaires à mes côtés. Tu nous as rappelé que l'hôtel n'est pas juste un lieu d'hébergement, c'est un lieu de vie, d'émotion et d'inspiration. En ce qui vous concerne, vous pouvez détacher vos ceintures, et retrouver une activité normale. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Classe Affaires.